Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. Et oui, moi aujourd'hui j'avais envie pour ce premier volet, d'aborder un thème qui secoue beaucoup de monde sur la planète. En tout cas, avec une expression qu'on entend beaucoup: «Je voudrais être moi-même». Et c'est vraiment une expression qu'on voit dans les religions, dans les spiritualités, dans le développement personnel, dans le management, dans beaucoup de domaines, où finalement cette phrase revient en boucle: «Il faut que je sois moi-même». Finalement, comme s'il y aurait des espaces de soi où on est soi et des espaces de soi où on n'est pas soi. Il y aurait comme un décrochage en fait, où on repère qu'il y a des moments, et ben, on n'est pas soi-même. Et c'est un peu sur cette thématique que j'aurais voulu, exprimer quelque chose. La première chose que je pourrais dire, c'est que, heu, être soi-même, à partir du moment où on a le cœur qui bat, qu'on a un cerveau qui fonctionne, on est soi-même. Et que la question d'être soi-même, c'est plus dans quel état de présence je suis au moment où je suis moi. Et que ça, par contre, la question fluctue et on peut se rendre compte que on a des états de présence qui sont très différents. Mais dans l'injonction être soi-même, c'est souvent un appel à des états de présence qui sont beaucoup plus confortables. Par exemple, un état de présence confortable, c'est quand je me sens serein, quand je me sens équilibré, quand je me sens confortable ou quand je me sens mmh, gourmand, enthousiasme. Mais finalement, quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je suis dépressif, quand je suis angoissé, c'est un état de présence qui ne rentre pas dans être le fait d'être soi-même. Donc il y aurait finalement 2 états de présence. Un état de présence qu'on signifie comme étant positif et un état de présence qu'on signifie comme négatif. Donc pour beaucoup d'injonctions à soi-même qu'on se donne, il y a une envie, une injonction qui dit: «Je veux être dans un état de présence qui reste confortable pour moi». Voilà, donc être soi-même, c'est, je dirais que c'est d'abord être dans une diversité d'états de présence difficilement ou facilement acceptables par soi-même. Et c'est là où tout commence, en fait. C'est finalement, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui fait qu'on a des états de présence plus difficiles à accepter que d'autres? C'est là où tout commence, où on peut se dire si on est soi-même ou pas soi-même. Je pense que, aussi par rapport à ce que je viens de dire, donner des exemples concrets est intéressant parce que ça peut heu, nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans nos états de présence, confortables ou pas confortables. Et je vais notamment parler d'un état de présence qui est, très développé en ce moment, que les gens refusent et qui fait l'objet de beaucoup de prescriptions de psychiatres, de médecins autour des anxiolytiques. C'est la question de l'anxiété, ce qu'on appelle l'anxiété. Alors, on on voit bien que certaines anxiétés peuvent être chroniques. Donc, tiens, il y a des états de présence qui, dans l'anxiété, qui peuvent être perdurer, rester à tout moment. En tout cas, cet état d'anxiété est classé parmi les humains comme quelque chose d'inconfortable, de pas facilitant, de difficilement supportable. C'est finalement, il y a un espace de ressenti qui s'appelle l'anxiété, qui est difficilement supportable. Parler d'un exemple très concret. Un autre exemple aussi courant, je peux constater qu'il y a beaucoup de gaieté autour de moi, que je voudrais être joyeux, gai, mais que finalement, je ne peux pas m'empêcher d'être grave et triste. Et qu'il y a quelque chose en moi, dans mon état de présence, qui fait que malgré
que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai une super femme, que j'ai de super enfants, que j'ai un super travail. Je ressens une tristesse existentielle de fond que je ne comprends pas forcément, mais que je classe dans un ressenti négatif que je ne devrais pas avoir, puisque la norme fait que je devrais être heureux. Il y a donc des états de présence que nous classons, que nous pancartons d'une certaine manière dans la relation avec d'autres personnes et dans la relation avec soi-même. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet état de présence, d'anxiété par exemple, qui peut être rejeté par les autres ou vécu comme quelque chose finalement de non conforme à une norme d'état de présence. Dans notre état de présence, il y a le rapport à soi-même et il y a le rapport aux autres. Le rapport aux autres influe aussi notre état de présence. Mais ce que pose aussi la question de l'anxiété ou des émotions qui finalement ne sont pas acceptables par la norme, c'est que est-ce que je peux exister dans mon état de présence émotionnelle hors d'une norme existante, reconnue, qui fait qu'il faut être joyeux, performant, euh, euh, pas triste, plutôt joyeux, plutôt s'adapter, plutôt être toujours dans une situation où la performance émotionnelle est présente. Et donc, comment, comment être présent à soi-même avec ces états de présence qui ne sont pas reconnus comme faisant partie d'être soi-même. Et c'est vraiment la question qui se pose en rapport avec soi-même, mais aussi en rapport avec les autres. Donc l'état de présence, la notion d'état de présence, c'est un état qui est en interaction avec des autres, avec un climat et en interaction avec soi-même. Et il y a un aller-retour qui s'effectue et qui fait que notre état de présence aussi va évoluer en fonction de notre perception de la norme. Si je pose ça d'abord, c'est que finalement, à travers ça, je pose la question de comment se pilote-t-on pour être soi-même? Finalement, sommes-nous vraiment le pilote de notre avion, comme j'ai envie de dire? Ben, pas tout à fait, dans le sens où nous nous laissons piloter par ce qu'on appelle le centre d'évaluation externe. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il a cette capacité à se piloter par lui-même. Alors, entendons-nous, pas pourvoir à ses besoins, mais à se piloter soi-même, c'est-à-dire de pouvoir entretenir un état de présence qui passe d'une émotion triste à une colère, à différentes émotions, sans que ça lui pose aucune question, en fait. Et ça, c'est naturel. Et puis, au bout d'un moment, par l'éducation des parents, par l'éducation de la société, le centre d'évaluation interne va devenir plus extérieur dans l'état de présence. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu ne dois pas dire ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas ressentir. Et donc, l'enfant va apprendre à pancarter ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans son propre état de présence. Et donc, quelque chose d'extérieur va fixer une norme à l'intérieur. Et c'est là où les premiers problèmes se commencent, où finalement une norme extérieure veut imposer à sa norme intérieure quelque chose qui n'est pas en phase. La personne, pour s'équilibrer face à cet afflux de référents externes, va devoir démontrer aux référents externes qu'il est conforme. Pour être conforme, il va développer un discours, des attitudes, des comportements qui vont être des comportements conditionnés et qui seront plus des comportements authentiques et qui va le sortir de lui-même. Alors, il va le développer, ce qu'on appelle un faux lui-même. On parle notamment en psychologie de faux self, c'est-à-dire que finalement, il développe un comportement, une série d'attitudes qui n'est pas ce qu'il est,
mais finalement, il donne l'impression d'être quelqu'un à quelqu'un d'autre qui devient son référent externe. Et donc là, on peut dire que la personne n'est plus elle-même, hein. Elle est un autre elle-même qui va répondre à la norme conforme. La question se pose alors, est-ce qu'on est condamné à pouvoir s'adapter, à se suradapter de cette façon? Et j'emploie le mot de suradapter parce que finalement, Carl Rogers, dans l'approche centrée sur la personne, a démontré scientifiquement que nous étions comme des plantes. C'est-à-dire que quand on voit une plante pousser dans la nature, elle pousse bizarrement. Elle peut pousser dans tous les sens et elle va croiser d'autres plantes. Ils vont s'intercroiser, mais chacune de ces plantes a sa propre direction, son propre devenir. Certains vont mourir en cours. En tout cas, c'est ce que Rogers a appelé le processus organismique. C'est-à-dire finalement, nous sommes faits de quelque chose de vivant, lequel nous avons perdu la perception de ce processus du vivant, qui ne passe pas par le mental ou par quelque chose qui s'intellectualise, mais par quelque chose qui se sent. L'enfant est connecté à ça dès sa naissance, et même dans le fœtus, et finalement, le centre d'évaluation externe tend à l'éloigner de ce processus organique. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui récupèrent ce processus organique, il se passe des choses dans leur vie qui fait que leur vie se développe, ils vont s'optimiser face à la vie et ils vont utiliser pour ça des chemins qui vont paraître bizarres à la norme ou hors norme, et puis des fois même insécuriser la norme et insécuriser les autres. Donc, si on prend le processus du vivant a une direction singulière qui n'est pas définie par une norme ou par un schéma mental, mais qui est définie par un processus organique du vivant qui existe partout dans la nature. Nous sommes des êtres vivants, organiques, et ces êtres organiques font partie de la nature qui a son propre processus. Et nous avons appris à ne pas écouter ça, à créer un centre d'évaluation externe qui va réduire ça, le raboter, l'empêcher de fonctionner, pour obtenir des attitudes et des conditionnements qui du coup n'est plus la plante vivante, qui est un faux self, un être artificiel qui s'est forgé grâce à la norme. Pour moi, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment retrouver ce mouvement organique. Carl Rogers, dans son approche centrée sur la personne, a démontré qu'il y a 3 attitudes à s'offrir à soi-même pour pouvoir retrouver ce processus organique et de pouvoir s'optimiser, qu'il appelle s'optimiser, c'est-à-dire pouvoir se piloter et pour retrouver sa croissance organismique. Il y a une première attitude qu'il définit comme l'empathie. Alors c'est pas une empathie, l'empathie du commercial, l'empathie du DRH ou même l'empathie du psychologue clinicien. C'est une empathie profonde qui va écouter, être à l'écoute de toutes les parts de soi, de tout le fonctionnement de la plante, de sa plante intérieure. Donc la première attitude, c'est de développer une observation, une écoute de soi qui va au-delà de la norme et de ce qu'il faut faire, mais simplement de pouvoir écouter comment ça fonctionne en moi, comment ma singularité fonctionne dans ma plante à moi. La deuxième attitude à développer pour soi-même, c'est le regard inconditionnel positif
ou la considération inconditionnelle positive, qui permet en fait à chaque fois que il y a un mouvement de soi qui paraît bizarre, curieux, hors norme, ou qui peut être interprété comme agressif ou méchant, etc., c'est qu'on va apporter une considération positive là-dessus en se disant, mais dans quelle direction ça va finalement? Pourquoi cette plante que je suis a besoin de passer par cette étape de me sentir hors norme, de me sentir méchant, de me sentir agressif, ou finalement tous les parts de moi qui s'expriment à ce moment-là n'ont-ils pas une cohérence dans mon développement global? Donc le regard inconditionnel positif, c'est une attitude qui permet de regarder tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit, avec une confiance sur son devenir. Et la troisième attitude à développer, c'est ce que Rogers appelle la congruence. Moi, j'ai envie de l'expliquer parce que la notion de congruence, c'est une notion un peu qui peut paraître un peu technique, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être accord, c'est de pouvoir exprimer son accord entre l'intérieur et l'extérieur, de pouvoir se sentir authentique à l'intérieur de soi et à l'extérieur et en relation avec l'autre, et de pouvoir sentir que sa plante, heu, quelles que soient les influences du vent, ne soit pas, elle peut pousser comme elle l'entend. Dans les prochains volets, on explorera peut-être, voyons, tous les aspects de cette plante que nous sommes et comment ça croître, comment elle croît cette plante, comment elle pousse, comment, heu au moment où des pessimismes, l'obscurantisme se déclarent autour de tout ce qu'est l'être humain, n'y a-t-il pas globalement une plante qui pousse, collective, qui paraît aller mal, qui paraît, mais qui va peut-être dans une direction qui peut nous paraître inédite ou obscurantiste, mais peut-être qui passe par une étape d'ouverture. Donc dans les prochains épisodes, on verra, un peu toutes les facettes de cette plante intérieure qu'est l'homme, l'humain, la personne, puisque, je vous parlerai de plus en plus de la personne et moins de l'humain. J'ai envie de reprendre une phrase de Carl Rogers qui disait: «Quand je regarde le monde, je désespère. Quand je regarde la personne, je me remets à espérer». Et c'est tout simplement, c'est que notre cerveau, nous sommes faits pour avoir un cerveau local. Et donc, d'explorer une personne, c'est déjà un univers en part entière, mais c'est déjà plus accessible que l'individu, l'espèce humaine, l'humanité, qui demande beaucoup qui demanderait d'avoir, une association de cerveaux réunis pour comprendre toute cette humanité qui pousse. Donc, comprendre une personne, c'est comprendre l'humanité, mais par le biais de son petit bout à soi.